Bonsoir. Merci d'être venu à cette troisième et dernière soirée des 6e rendez-vous de l'urbanisme, organisée par la ville de Pau et le CAUE. Cette année, nous poursuivons la question des enjeux de la transition écologique sur le thème de habiter autrement. Alors, habiter autrement, c'est habiter sa maison, son appartement, mais aussi son pied d'immeuble, son quartier. Et vous le savez sans doute, les rapports, les études montrent que les logements sont de moins en moins adaptés aux besoins des habitants. Le confinement nous l'a confirmé avec le kilomètre auquel on avait le droit pendant quelques temps. Donc la question qu'on se pose pour faire en sorte que cet habitat soit adapté aux habitants, est-ce que ce ne serait pas intéressant de faire participer les habitants justement pour que ça réponde bien à ces besoins? Et c'est ce qu'on a vu mardi soir, avec plusieurs exemples très intéressants et qui ont montré que finalement la participation, la concertation, c'était pas une utopie, c'est vraiment quelque chose de réalisable. Je vous précise tout de suite que les soirées sont enregistrées, donc si vous n'avez pas pu assister avant-hier et hier, ce sera disponible sur le site de l'Agglo de Pau. Donc ça, c'était mardi. Hier, on s'est plutôt intéressé au périurbain. Donc le périurbain, c'est un territoire parfois méprisé, mal compris, qui recèle pourtant un fort potentiel de transformation, c'est ce qu'on a vu. On a pu se rendre compte que ces quartiers avaient des qualités, des atouts, et que si on s'appuyait sur ces qualités, on pouvait proposer un habitat qui était désirable, tant à l'échelle de la maison que du quartier. Et ce soir, on change d'échelle, et on s'intéresse plus particulièrement à la question du confort des logements. Donc là, on va un peu plus zoomer. Et alors le confort, c'est le confort thermique, bien entendu, mais aussi le confort d'usage. On va se poser la question de savoir si le T4, 3 chambres, séjour cuisine, c'est vraiment adapté à nos usages actuels. Et en parallèle, on sait aussi que l'habitat de demain, il est déjà construit à 80%. Donc ces logements mal habités ou inconfortables pour certains, c'est sur cela qu'il va falloir agir. Donc c'est ce qu'on va voir ce soir, des projets de réhabilitation à des échelles tout à fait différentes. On va commencer par avoir Madame Bianchi en ligne, qui n'a pas pu se déplacer jusqu'à nous. Je ne sais pas si... Bonjour. Bonsoir. Donc Madame Bianchi et Claire Lacaze, qui sont responsables du service maîtrise d'ouvrage et chef de projet chez Aquitanis, bailleur social situé en Gironde. Donc on a souhaité vous avoir ce soir pour vous témoigner votre pratique au quotidien. Donc vous êtes bailleur social, donc vous faites du locatif et vous avez produit de nombreux logements assez innovants, ce qui paraît être un peu... c'est un peu à part, je pense, dans le paysage des bailleurs sociaux, en France probablement, mais c'est pour ça qu'on voulait vous faire venir et pour témoigner de 3 opérations assez différentes et qui montrent que malgré tout, en étant très différents, vous avez réussi à proposer des solutions adaptées sur la question du confort des logements. Donc, avant de commencer, peut-être Madame Bianchi, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui fait cette spécificité d'Aquitanis ? Oui. Tout d'abord, bonjour à tous. Désolée de ne pas avoir pu être présente parmi vous. Donc, juste en quelques mots, effectivement, d'abord, quand même, Aquitanis, Office public de l'habitat, a fêté ses 102 ans en 1922 et l'Office public de Bordeaux Métropole intervient en Nouvelle-Aquitaine et effectivement a dans son patrimoine 20 000 logements et ça représente en fait 41 000 habitants. Donc, effectivement, on a un patrimoine assez conséquent et nous produisons, en fait, en production, il y a 2600 logements et 1200 processus réhabilitation. Et les réhabilitations vont bien sûr aller croissant. Aquitanis, c'est aussi d'autres activités, c'est l'aménagement urbain, le développement, la maintenance. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui fait la politique d'Aquitanis? C'est vraiment déjà notre raison d'être. La spécificité, c'est quand même la raison d'être d'Aquitanis, qui a surtout été aussi formulée collectivement. Je pense que ça aussi, c'est quand même une spécificité, c'est-à-dire qu'on a demandé aux collaborateurs, aux salariés, aux représentants des locataires, mais aussi aux administrateurs,
et aux élus avec qui on travaille, aux partenaires, de formuler un petit peu ce qui pouvait être la raison d'être d'Aquitanis. Et il y a un comité qui a été créé pour régulièrement vérifier, en fait, tous les ans, si les projets, effectivement, que l'on produit sont conformes à cette raison d'être. Sinon, la spécificité d'Aquitanis, c'est également une politique volontaire et engagée qui a d'abord été incarnée par Bernard Blanc et désormais par M. Gors, pour répondre non seulement à l'urgence sociale, mais également dans le respect, effectivement, d'un lieu toujours unique. Une volonté d'apporter des réponses novatrices et co-responsables en matière d'habitat par une démarche un peu continue de recherche et de développement avec les acteurs locaux. On a par exemple beaucoup de projets dont vous parlera Claire, projets habitat participatif, locatif, où en fait on co-construit avec les locataires. On a aussi travaillé sur du logement évolutif, et bien sûr sur l'habitat essentiel, où on privilégie la qualité d'usage dont vous parliez en introduction, l'espace, la lumière, l'intimité, le lien social. Voilà un petit peu ce qui peut nous spécifier, qui peut nous caractériser. Merci. Donc, vous allez nous présenter une première opération qui s'appelle le Grand Parc, qui a été conduite par les architectes Lacaton et Vassal. Tout à fait. Problème technique. Désolée, c'est pas évident à distance. À distance, tout à fait. C'est une opération quand même importante parce que je crois qu'elle concerne 560 logements sur sur 3 bars, les bâtiments G, H et I. Donc la demande initiale était de la rénovation thermique, de mémoire. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous dire en fait comment les architectes se sont appropriés cette demande pour finalement produire un peu plus que de la rénovation thermique et voir quelle approche ils ont eue en fait? En fait, l'enjeu, donc effectivement, les architectes Lacaton et Vassal, en fait, l'idée c'était de faire la démonstration que les immeubles de grand ensemble, qui sont souvent perçus négativement, bénéficient déjà de qualités indéniables. On a un point de vue exceptionnel, il y a un potentiel, en tout cas, de prouver le potentiel de transformation de ces immeubles. Excusez-moi, en fait, on ne voit pas les diapositives. Ah oui, je n'ai pas partagé l'écran. Oui, je pense. Ah, depuis tout à l'heure, en fait, pardon. Ah ben oui, je tournais le PowerPoint. Désolée. Merci, c'est bon. Et voilà, là, il y avait la raison d'être. Donc, voilà, donc les premières images de... l'habitat essentiel dont vous parliez, dont je parlais tout à l'heure. Voilà, et le GHI, donc les grands ensembles donc, que vous voyez, donc effectivement, dont on a voulu montrer les qualités indéniables de ces grands ensembles et comment les valoriser, comment les transformer. Donc l'enjeu, c'était effectivement de rapporter en fait des espaces extérieurs privatifs pour optimiser les dimensions en fait des appartements, mais aussi avoir un apport de lumière plus important et des vues et le confort des appartements. Là, vous avez une diapo qui montre déjà une partie rapportée. Là, c'était les structures extérieures montées en logique industrielle. Et là, vous avez une photo, si vous voyez, de la réalisation une fois faite. Et c'est vrai que, voilà. Et là, on a plusieurs exemples. Et l'enjeu, c'était quand même de réaliser cette métamorphose en site habité, avec des locataires qui sont restés chez eux. D'où la proposition de venir en façade à l'extérieur pour gêner le moins possible les habitants pendant les travaux, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et les habitants, si vous voulez, il y avait aussi quand même des logements un peu relais pour les plus gros des travaux. Mais il y a surtout eu vraiment, et je le montre un peu plus tard dans la diapo, mais vraiment les habitants, en amont, il y a eu de la concertation, énormément de concertation et une visite de projets similaires qui avaient déjà fait la maîtrise d'œuvre. Et les locataires ont pu voir ce qu'allait rendre leur appartement. Donc là, c'est vraiment, il y a un... Pardon? Non, je vous écoute. On vous écoute. Voilà, donc des exemples d'appropriation en fait des lieux, parce que l'enjeu en fait pour les architectes, c'était donc de montrer effectivement et d'assurer un confort supplémentaire aux locataires,
mais également pour que ce lieu il puisse avoir plusieurs fonctions. En fait, on s'aperçoit que les habitants, au départ, certes, on rentre dans un appartement, on pourrait croire qu'ils sont tous similaires, mais non. Et chacun, un va avoir fait un peu une salle de sport, l'autre plutôt la salle à manger. Là, on voit une salle de jeu également. Donc, on voit bien que les usages pour un même espace sont variés. Est-ce que vous pouvez nous dire la surface minimum de ces espaces intermédiaires nouveaux? De 25 à 45 mètres carrés. Donc les locataires, effectivement, là on voit, il y a eu il y avait un petit livret qui avait été fait à l'issue, qui avait fait un peu l'histoire de tout le chantier, la manière dont tout s'était déroulé. Et effectivement, on a pu apprécier après l'appropriation de ce volume supplémentaire par les résidents. Qui montre bien qu'en fait, un espace qui n'a pas forcément de définition au départ est apprécié en fait, et que chacun y trouve son compte. Et occupe. Voilà, on voit, voilà, les photographies le montrent bien. Et puis c'est vrai qu'en termes de confort, on a des rideaux à la fois thermiques, des grandes baies vitrées. La hauteur, du coup, ce qui pouvait paraître un petit peu perçu négativement, cette hauteur, a vraiment donné l'occasion. Il y a des vues magnifiques quand on est dans les logements en hauteur. D'accord. Oui. Oui, c'est pour autant, c'est un volume qui n'est pas chauffé, mais il y a les rideaux, quand il y a le soleil qui tape, l'orientation fait que ça chauffe en fait dès qu'il y a du soleil. Et il y a des rideaux après thermiques, au contraire, pour le confort d'été. C'est ça, ça fait un espace tampon en fait pour la demi-saison et ça permet de ventiler. Je crois Voilà, que les appartements sont traversants aussi sur jardin, ces immeubles. c'est un jardin d'hiver. Oui, les appartements sont traversants, oui, tout à fait. Très bien. Et oui, parce qu'il y avait des qualités déjà dans ces constructions, dans ces bars, il y avait quand même déjà des qualités pour ces appartements. Ils n'avaient pas d'espace extérieur. Voilà. C'était le bémol. Voilà. Donc là, on a su rajouter le fait de rapporter des pièces, ça fait le jardin d'hiver, qui rend à la fois, on est à l'extérieur-intérieur. Ces jardins d'hiver ont un usage différent en hiver et en été. Ça prolonge le salon en été. Très bien. C'était la dernière diapo de cette... voilà. On va passer maintenant donc à l'opération, la cité Claveau, une opération que Claire Lacaze vous avez particulièrement suivie, je crois. Donc là, on est aussi sur une rénovation thermique au départ, de plus petite ampleur, mais quand même à l'échelle d'un petit quartier. Là, par contre, on est plutôt sur du mitoyen, c'est ça, des maisons mitoyennes. Donc la demande initiale, c'était aussi de la rénovation thermique, mais vous allez nous expliquer que là encore, en fait, vous n'êtes pas restreint à cette question de la thermique, mais vous êtes allé un peu plus loin, et même à l'échelle, vous avez travaillé aussi à l'échelle du quartier. Tout à fait. Oui, donc bonsoir à tous. Donc j'ai eu le plaisir de suivre cette opération avec, donc on était accompagnés pour la maîtrise d'œuvre par Nicole Concordet de construire. Et effectivement, la commande initiale, on s'est rendu compte que voilà, Claveau, c'est une cité-jardin dans le nord de Bordeaux qui fait 16 hectares. Donc on a Aquitanis est propriétaire de 245 maisons et une partie avait été vendue à des propriétaires privés. Et donc, c'est des maisons des années 50 qui ont été réhabilitées dans les années 90, mais avec des gros déficits thermiques. Notamment, il y avait des problèmes, voilà, du chauffage fuel pour certains, des menuiseries simple vitrage. Donc, effectivement, la thermique était un objectif de base. Mais l'idée était quand même de pouvoir aller plus loin, puisque c'est des logements individuels dans lesquels les habitants se sont investis comme des propriétaires. En fait, ils étaient locataires depuis toujours, puisque Aquitanis a acheté en 2007 à la ville de Bordeaux, et a vendu une partie aux locataires en place à cette époque-là. Mais les locataires ont investi leur logement et notamment beaucoup ont fait des extensions. On s'est rendu compte que près de 60% des maisons avaient des extensions, donc qui allaient
du débarras à la pièce en plus, le jardin d'hiver, ou carrément des pièces habitées et chauffées, des salons, des cuisines. Et donc, on ne pouvait pas intervenir sur ce patrimoine comme n'importe où et sans tenir compte de ce qui était déjà là. Donc, dans l'appel d'offres de maîtrise d'œuvre, on a inclus cette spécificité de se dire il faut une méthodologie bien particulière, et on avait l'objectif de travailler avec les habitants. Donc, Nicole Concordet a été retenue, et en 2017, on a commencé les études, et elle nous a proposé différents outils sur ces maisons. Donc ça, c'est les photos du projet qui ont été après la réalisation du projet. Mais il y a toute une partie des travaux qui a été réalisée aussi en accompagnement des habitants, avec la possibilité pour eux d'intervenir dans leur logement sur certains travaux, donc plutôt des embellissements. Et donc, il y a les compagnons bâtisseurs qui ont été désignés pour encadrer cet accompagnement. Donc, soit ils étaient autonomes, beaucoup savaient déjà bricoler, soit ils étaient accompagnés parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées de patrimoine, soit ils étaient aussi, ils avaient la possibilité de faire des volumes en plus, ou refaire des extensions qui étaient de mauvaise facture, qui pouvaient être reprises dans ce cadre-là. Donc, outre des travaux thermiques et sur le chauffage, les menuiseries pour lesquelles des entreprises classiques sont intervenues, on a eu aussi ce volet-là d'accompagnement. Donc, les outils qui ont été mis en place, donc l'équipe de Nicole s'est installée dans la cité, dans une maison, depuis le début des études. Donc, pendant presque un an, ils étaient à demeure, et ils ont rencontré tous les habitants, un par un. Donc, ils ont fait des fiches de chaque maison, avec l'histoire de chaque locataire, chaque habitant, l'état de sa maison, mais aussi le parcours et les besoins que chacun a. Ensuite, elle nous a proposé de mutualiser les équipements, la base vie de chantier est devenue un équipement central dans le projet, puisque normalement, une base vie, c'est des bungalows qu'on loue, et puis le chantier fini, on enlève les bungalows et il n'y a plus rien. Là, c'est été orienté avec c'est des conteneurs sur lesquels viennent une structure bois et du bardage métallique qui a été posé dans le cadre de chantiers d'insertion et chantiers de formation. Et donc, toute l'enveloppe classique d'une base vie, l'équipement de chantier, a été consacré à ça. Et dans cette base vie, c'est un lieu central dans lequel les habitants sont invités à venir. Et c'est là qu'y était la matériothèque et l'outitech, l'atelier de bricolage, pour permettre la réalisation des chantiers participatifs. Il y a eu un gros travail de concertation en amont du projet. Îlot par îlot, on allait rencontrer les habitants. Il y a eu des maquettes à l'échelle 1 qui ont été réalisées pour que chacun se projette dans son logement. Et puis, on a fait des maisons de test au tout début des travaux, quand on avait les entreprises, pour que chaque habitant puisse comprendre les travaux qui allaient se passer chez eux, parce qu'effectivement, on était aussi en site occupé. Donc, c'est quand même assez invasif pour des personnes. Donc, ils ont été invités à venir voir. Tous les 15 jours pendant 4 ans, en fait, la durée des chantiers participatifs, c'est 4 ans. Les entreprises sont intervenues pendant 2 ans. Il y avait des réunions familles pour organiser les chantiers participatifs dans la base vie. Donc, il y avait le café, les goûters. Les entreprises ont été désignées avec chacune d'elles avec des clauses d'insertion dans leur marché. Et on s'est rendu compte qu'il y avait même certains habitants sont intervenus dans certaines entreprises grâce à cette part d'insertion. Donc, le démarrage du chantier, on a changé toutes les menuiseries, on a installé une chaudière à condensation avec des radiateurs dans toutes les pièces. Le bardage a été repris, l'isolation des combles, la VMC a été installée. Il y avait quand même un retard technique et sur les réseaux aussi qui était évident, mais au-delà de tout ça, il y a ce SAS qui a été aussi créé, qui résout des problèmes thermiques et qui permet aussi à ces logements qui sont petits
d'avoir un espace d'entrée, puisque sinon on arrivait directement dans le salon. Et donc, ce projet est allé voilà, bien au-delà des objectifs. Enfin, il était basé sur le lien social, sur les relations entre les habitants. C'était aussi pour renforcer leur capacité à agir et leur autonomie. Ça valorise l'existant, le réemploi et les pratiques éco-citoyennes. On améliore leur cadre de vie et on active le réseau. Donc, la coopération comme stratégie. Et on a aussi été au-delà des attendus, parce que Nicole avait aussi une mission d'AMO pour mettre en réseau et se servir de ce chantier comme un activateur, on va dire. Et donc, il y a des chantiers d'insertion et de formation qui ont été réalisés. Donc, des stagiaires sont venus s'exercer sur des maisons vides, et il y a eu des formations diplômantes. Il y a des workshops avec des écoles, les écoles d'architecture et de paysage, d'architecture de Bruxelles, de paysage de Bordeaux, et des ateliers qui ont été réalisés avec les habitants. Ils ont fabriqué des abribus parce qu'ils en avaient marre d'attendre le bus, il a plu. Une roseraie, parce qu'il y a un travail aussi dans les jardins. Et on s'est rendu compte avec ces réunions de famille que beaucoup avaient des rosiers assez anciens. Donc, il y a eu des boutures qui ont été faites. Et puis, un groupe d'habitants qui étaient volontaires pour s'occuper d'une roseraie et développer ça. Et c'est blanc. Et dans la base vie, voilà, il y a eu d'autres activités plus largement qui ont eu lieu. Ça a commencé par un vide-grenier, et puis il y a eu un premier bal, et puis un deuxième bal. Et aujourd'hui, voilà, le chantier est fini, mais la base vie est toujours là. Et il y a une association composée des habitants et des acteurs du projet qui a été créée et qui s'est mise en place justement pour continuer à faire vivre ce lieu qui est un point central du quartier aujourd'hui, et le quartier s'est réveillé et réanimé, quoi. Et c'est globalement une belle aventure. J'imagine, en effet, c'est très intéressant. On va enchaîner sur... Pardon, Madame Bianchi, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, la chance qu'a eu Claire, c'est qu'effectivement, elle a suivi ce projet vraiment depuis l'origine, de bout en bout. Donc, elle a vu vraiment tous les bénéfices de travailler sur un tel projet. Tout à fait. Madame Bianchi, si vous voulez continuer avec le projet de l'opération Boncourt. Oui. Tout à fait. Voilà, qui est signé par Philippe Madec, architecte. Donc cette fois-ci, on est sur du neuf, la construction neuve, mais qui s'insère en fait dans une ancienne cité d'habitation sociale habitée, construite dans les années 30. Donc là aussi, il y a eu de la participation citoyenne, vous allez nous l'expliquer, je pense. Il y a un paysagiste qui était associé aussi à l'équipe de maîtrise d'œuvre, pardon. Et vous verrez, c'est important vu le contexte. Et la question, c'était comment faire, en fait, pour cette grande parcelle au cœur de ce quartier habité, faire en sorte que les habitants qui habitent actuellement acceptent ce nouveau projet qui va occuper, en fait, un lieu qui était jusqu'ici libre. Donc, est-ce que ça va monter très haut? Est-ce que ça va être très dense? Est-ce qu'on pourra encore avoir la vue sur les fleurs? Enfin, voilà, vous expliquez tout ça. Et aussi le côté, puisque le thème de la soirée c'est le confort du logement, comment a été abordée la question du confort d'usage et du confort thermique sur cette opération particulière? Donc effectivement, cette opération se situe, donc, comme vous l'avez dit, c'est le renouvellement de l'ancienne cité d'habitat social Paul Boncourt. Dès le début, avec l'atelier Madec, en fait, il a décidé de faire un pas de côté en disant on va faire un projet éco-responsable, mais aussi on va faire un projet participatif, sans projet dessiné. Donc il faut savoir que l'aventure a démarré en 2015, donc ça fait déjà pas mal de temps. Et il y a eu effectivement, puisque les riverains étaient quand même sceptiques, et on voit bien toute l'emprise qu'a le projet, quand même c'est une centaine de logements ce projet. Donc en fait il y a eu pas mal de bivouacs, de concertations avec les riverains qui ont mis en avant en fait ce qu'ils ne voulaient pas, qui ont mis en avant aussi ce qu'ils voulaient préserver en termes d'espace extérieur. Parce qu'on est à côté, on est ici en fait à Bordeaux, dans le quartier Bastide,
près du jardin botanique. C'est pour ça que les experts extérieurs étaient vraiment à privilégier. Et du coup, tout ce bivouac a enrichi quand même justement le projet et a vu naître aussi l'envie de logement coopératif. Parce qu'en fait, nous, on est en locatif social, mais il y a un bâtiment qui est aussi en accession et qui, lui, a été fait entièrement en coopération avec les futurs accédants, en fait, sur toute l'évolution du projet. Donc, c'était quand même indispensable, toutes ces choses, pour que le projet soit accepté et évite des recours, effectivement, de permis de construire. Voilà. Donc, une des premières choses, par contre, qu'a fait... ça, il y a un écho. L'architecte, en fait, c'était aussi son approche bioclimatique, en fait. Madec est quand même connu pour ça, sur sa frugalité et son approche bioclimatique. Donc d'abord, il y avait vraiment une prise de connaissance du site, de ses conditions physiques et environnementales qui étaient très importantes pour orienter les bâtiments, les vues, l'ensoleillement, pour vraiment étudier comment on va mettre le projet. Et tout ça quand même en lien et en expliquant ça aux riverains, en fait, aux alentours. Donc là, je peux... Il y avait aussi, donc, c'est un site qui est exposé au vent, donc il fallait tenir compte aussi de tout ça. Donc, en fait, en résumé, c'est vraiment des bâtiments, du coup, dans son approche, il y a eu la hauteur des bâtiments a été étudiée pour ne pas projeter d'ombre sur les bâtiments existants des riverains. C'était très important. Ils étaient aussi perpendiculaires à la rue pour limiter les vis-à-vis avec les riverains, d'où les traversées, effectivement, que l'on voit, et les traversées en plus paysagères que l'on va créer. Là, en fait, on voit cette opération qui a été réalisée en 2 tranches. Donc, on a bien sûr, les logements sont tous traversants, avec 2 ou 3 orientations. Aucun logement n'est mono-orienté. Comme ça, il y a les apports de lumière, les apports de chaleur nécessaires aussi quand il faut. Les coursives sont de distribution extérieure. Et tous les séjours sont orientés sud. Ça, je vous montre quelques aperçus, en fait. J'ai pas eu de photo intérieure qui montre, mais c'est l'approche bioclimatique, elle est vraiment montrée par le plan masse. Donc, tous les logements disposent au minimum, dans la conception, tous les logements disposent au minimum 2 heures d'ensoleillement direct au 21 décembre. On a aussi, la particularité de M. Madec aussi, c'est de privilégier, bien sûr, la ventilation naturelle pour le confort d'été. On a dans les salles de bain des fenêtres pour 90% des logements, ce qui est, aujourd'hui, on sait très bien que les promoteurs, souvent, on a malheureusement une fenêtre. Même dans les salles de bain. Oui, fenêtre dans les salles de bain. Il y a des grands espaces extérieurs également, donc on le voit ici, des balcons, des terrasses. Et on a mis en place aussi, comme les séjours sont orientés sud, ce qu'on appelle des BSO, des protections solaires, mais permettant la ventilation des logements dans la journée et le rafraîchissement nocturne. Donc en fait, c'est vraiment l'atout de ce projet, c'est aussi vraiment la ventilation naturelle que l'on fait dans les logements et qui permet de rafraîchir et qui contribue au confort, notamment par les chaleurs qu'on a en ce moment cet été. Et justement, cet été, comme on sait tous qu'il a fait très très chaud, est-ce que vous avez des retours? Est-ce que les gens, enfin justement, ce dispositif de ventilation et de surventilation nocturne, c'était efficace? Alors, les premiers retours, alors c'est une opération qui s'est déroulée en 2 tranches. Donc, on a livré 47 logements. Les premiers, effectivement, ici, ont été livrés au mois de mai. Donc, oui, les quelques retours que l'on a de l'agence, on a bien sûr expliqué. Il y a eu une information aux locataires, des choses mises en place et comment il fallait les utiliser. Parce que le mécanisme BSO, il faut comprendre aussi pourquoi... Le mécanisme BSO, il faut aussi comprendre comment il fonctionne, les petites ventelles, voilà, il faut. Donc tout ça a été expliqué et effectivement, les premiers retours que l'on a malgré les chaleurs, c'est que non, c'était plutôt bien, ils ont apprécié cette ventilation. Et pour la petite histoire aussi, pour le fait que c'est respecté, on a même eu droit à des petits nids d'oiseaux pour montrer que les animaux s'y plaisent aussi. On n'a pas dénaturé, on a quand même un certain nombre de nids et d'espèces protégées qui ont niché aussi aux alentours. Après, il y a sur cette opération, excusez-moi, mais comme j'ai un écho, j'ai un petit peu de mal.
La deuxième tranche de cette opération, il y a 41 logements qui ont été livrés. On a une deuxième tranche de 47 logements. Cette deuxième tranche a la particularité d'être expérimentale. Tout en conservant la même approche bioclimatique des bâtiments, Philippe Madec, avec le soutien des ministères de l'écologie, le PUCA et le, que je ne me trompe pas, le DH, j'ai un soutien, hop, ouais, DHUP, voilà, ici, avec le soutien de DHUP, donc Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, on a sélectionné un bâtiment avec une bonne exposition au vent, et donc c'est le bâtiment F du plan de masse. Et en fait, on va développer un principe de ventilation naturelle simple et économique basé sur la ventilation traversante des logements. En fait, on va construire le bâtiment que en ventilation naturelle, avec quand même, au cas où, un secours d'une ventilation mécanique. Et un autre bâtiment à côté qui est similaire, qui lui, par contre, va être avec la ventilation mécanique. Comme on n'a pas le droit de construire sans ventilation mécanique, effectivement, c'est expérimental. On est en train d'avoir l'agrément en fait du ministère. Et l'enjeu, ça va être de pouvoir, après livraison, pendant 1 an, d'étudier le comportement des 2 bâtiments. Donc là, c'était pour montrer l'exposition au vent. Effectivement, c'est des petits schémas qui montrent les différentes expositions et la manière dont ça a été étudié, avec des logements, bien sûr, toujours traversants. Là, c'est un exemple, en fait, de plan des logements du bâtiment F. Okay. Ah oui, je ne bouge pas, en fait. Ah, la souris, elle ne voit pas. Pardon, je vais montrer. Excusez-moi. Du coup, on voit, alors les images sont peut-être un petit peu floues, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des fenêtres qui peuvent traverser et que l'air peut traverser dans tout le logement. Je crois que vous avez un plan avec des flèches qui indiquent très clairement le dispositif. Voilà. Ouais. Voilà. Il y a déjà, alors les plans avec les flèches, voilà, il y a plusieurs qui montrent la circulation d'air. Alors il y a, attendez, les flèches bleues, il y a une légende. Les flèches bleues, en fait, c'est l'ouverture en fait de la fenêtre. Et après, on a un flux qui est assuré par le flux naturel, par les bouches entrées-sorties. Donc, on voit effectivement la circulation de l'air qui passe d'une fenêtre à l'autre, pareil dans cette pièce, et qui va contribuer à ventiler le logement de manière naturelle. Et pareil ici, c'est les différents logements. Et donc, c'est vrai qu'on voit les atouts d'un logement traversant sur ce type de conception. Et effectivement, là, c'était un petit graphe qui montrait les différentes parts assurées par l'entrouverture de la fenêtre en chambre simple, les différents mécanismes et conceptions qui ont été développés. Donc, celui-là va démarrer en chantier début 2023. Il n'a pas été encore fait. Mais l'enjeu, ça va être voilà, d'étudier le comportement de ces 2 bâtiments, 2 conceptions exactement similaires, sauf un avec une ventilation naturelle et l'autre avec une ventilation réglementaire. Et l'enjeu, c'est de pouvoir montrer qu'effectivement, aujourd'hui, on peut construire de manière frugale et que le confort, en fait, pour les résidents est important. Merci. Je crois que c'était la dernière diapo, je pense, pour cette, c'est la dernière diapo, pour cette opération. Moi, j'avais une petite question, peut-être, parce que je sais que vous n'allez pas pouvoir rester avec nous tout à l'heure. Rapidement, avant qu'on enchaîne avec les prochains intervenants, vous avez parlé beaucoup de concertation, de temps, de réflexion au départ, en fait. Et je voulais savoir, en fait, en termes de coût, finalement, tout ce temps de réflexion, est-ce que ça fait des opérations plus coûteuses ou au bout du compte, est-ce que le fait de prendre le temps de bien réfléchir fait qu'on a des solutions peut-être plus appropriées et donc au bout du compte, relativement globalement, en fait, est-ce que ce sont des opérations plus compliquées et plus coûteuses? Pour le coup, en fait, en termes de coût, ça ne coûte pas forcément plus cher. En revanche, c'est effectivement un peu plus de temps pour les équipes, surtout que la concertation... Tout va bien. Tout va bien. Vous m'entendez? Oui, tout va bien. Continuez. Ah, parce que là, on est coupé. Voilà, pardon, on a eu un écran noir. Aujourd'hui, en fait, en termes de coût, pas forcément. Bon, au départ, il y a une maîtrise d'œuvre qui est beaucoup plus mobilisée d'un petit peu de coût d'honoraires, mais en construction, pas forcément, d'autant que la frugalité, justement, si on arrive à se passer de certains mécanismes, c'est plutôt en temps passé par les équipes, parce que là, c'est souvent une équipe projet, en fait, qui travaille, mais on s'aperçoit que le temps investi au début,
on le retrouve, on y gagne à la fin et on voit bien l'appropriation aussi des locataires, des futurs locataires de leur propre logement. Tout à fait. Et quand vous parliez de temps d'équipe, c'est des équipes d'Aquitanis pour accompagner le projet, c'est ça? Tout à fait. Oui, parce qu'on mobilise en fait les agences, également les responsables de projet, maîtrise d'ouvrage, les gestionnaires, la communication, mais au contraire, mais ça crée une dynamique aussi de projet qui est intéressante et ça motive les équipes également, parce que ça donne du sens à notre travail au quotidien. D'accord, merci. Donc en fait, oui, c'est une autre manière de faire, mais le résultat est très satisfaisant a priori. Oui, ben on voit l'exemple de Claveau qui a été vraiment vécu, parce que moi je vous parle d'opérations au début que je n'ai pas forcément vécu, mais effectivement, c'est... On voit la plus-value, effectivement, les quelques euros en plus qui sont investis, finalement, enfin, pour le cas de Claveau en tout cas, le budget a été parfaitement tenu parce que les diagnostics ont été hyper précis et le budget maîtrisé parce que la présence sur place fait que voilà, l'enveloppe a été dépensée là où il fallait exactement. Et donc ce temps passé à la fois à comprendre ce qui se joue sur l'existant ou même dans le cas de projets de construction, ce qui se joue autour, il y a forcément un retour sur investissement dans l'appropriation par les habitants du projet, dans l'attention qu'ils vont avoir et l'appropriation qu'ils vont avoir de leur logement, et donc derrière sur l'entretien et le lien social. En fait, ça ne se mesure pas peut-être d'un point de vue financier, mais en qualité, en confort, ça se voit et ça se vit. Oui, et même relationnellement, du coup, avec les gestionnaires en place aussi, parce qu'il y a peut-être moins de vacances également, oui, quand ils ont participé, en fait, à cette élaboration. Tout à fait. En fait, ça rejoint la discussion qu'on a eue, vous n'étiez pas là, mais mardi soir, sur la question de la concertation, ça rejoint exactement les propos qui avaient été tenus ce soir-là. Ben, merci toutes les deux d'avoir participé à ce temps d'échange. On vous laisse partir. Et on va écouter un peu la suite quand même. D'accord, je vous remercie. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Potier, Rémi Potier, qui est architecte du patrimoine. Donc là, on va changer totalement d'échelle, puisqu'on va être vraiment sur du petit patrimoine rural, notre époque aussi. Donc vous êtes architecte du patrimoine. Oui, bonsoir, donc je suis Rémi Potier, architecte du patrimoine, tout à fait. Je suis basé en Sud-Gironde. Alors effectivement, je ne trouve pas les mots pour faire la transition parce qu'on va faire une rupture d'échelle assez brutale, assez radicale. Vous allez voir, assez radicale. Alors souvent on imagine l'architecte du patrimoine sur des bâtiments prestigieux qui s'attachent à redonner tout le lustre à ces bâtiments, et on n'imagine pas forcément un architecte du patrimoine sur des bâtis plus modestes. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer au travers de plusieurs exemples votre approche? La particularité de l'architecte du patrimoine, c'est qu'il est habilité en fait à intervenir sur le bâti protégé au titre des monuments historiques, donc le bâti inscrit et le bâti classé. Donc il y a une part de notre activité effectivement qui est liée sur on va appeler ça l'architecture monumentale. Et là, effectivement, l'architecture monumentale, elle n'est pas forcément en lien avec le logement. Et c'est plutôt des grands équipements, plutôt des équipements culturels. Là, effectivement, on va aborder une autre thématique sur le logement. Donc moi, c'est une partie de mon activité qui m'intéresse, puisque je suis, je dirais, un fervent défenseur de la revitalisation du milieu rural. Et je pense que notre avenir, il est là. Tout à l'heure, vous le soulignez, en fait, 80% du logement de demain, il est déjà construit. Donc, en fait, c'est construire la ville sur la ville, on en parle, mais c'est aussi conserver l'habitat dans les zones rurales, puisqu'on assiste, et ça, moi, je le vois tous les jours, on assiste aussi à un exode urbain, et en fait, les gens de la ville viennent maintenant dans les campagnes. Donc, on a à la fois, finalement, il y a une période, si vous voulez, où il y a une désaffection des zones rurales. Aujourd'hui, il y a un apport de population qui est très important. Comment on fait face à ça? Donc il y a à la fois des constructions, des programmes de construction qui sont très importants, de qualité parfois discutable.
Heureusement, souvent, les architectes des bâtiments de France avec qui on travaille en parfaite collaboration sont là, je dirais, pour assurer un garde-fou et souvent pour relever un petit peu la qualité de certains projets. Mais on a aussi affaire à une masse de logements vacants absolument énorme. Et ça, je pense que la vacance du logement, c'est quelque chose qui est un travail pour les élus, notamment un travail au quotidien, tous les jours, de réussir à comprendre pourquoi ce bâti il était vacant. Et j'en parle, c'est tout frais, puisque la semaine dernière, j'étais au CUE de Bordeaux pour une formation. C'était bien ça le sujet, c'est comprendre comment le bâti est vacant et comment on peut le sortir de cette vacance. Donc il y a plein de raisons pour que le bâti soit vacant. Plein de raisons. Donc effectivement, on en avait parlé un petit peu avant, le touriste aime visiter les villes anciennes, les villes, petites villes avec des petites rues, etc. Mais personne ne veut y habiter. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Donc je vais essayer de vous démontrer par quelques exemples que le petit habitat qui, de prime abord, ferait peut-être fuir, finalement peut devenir assez attractif. Voilà, je vais vous passer quelques diapos. Alors, cette diapo-là, c'est pas de moi, c'est emprunté à un confrère qui est allemand. Je trouvais cette image assez amusante. Est-ce qu'il faut vraiment réhabiliter à tout prix ? Visiblement, ces gens-là voulaient absolument habiter à cet endroit-là, mais visiblement, le lieu n'était pas tout à fait à leur goût. Donc ils ont trouvé la solution de rentrer au chausse-pied une petite maisonnette. Donc il y a un côté un peu poupée russe que je trouvais assez amusant. C'est un peu, je dirais, un petit peu un clin d'œil. Pour moi, la réhabilitation, c'est pas tout à fait ça, même si ce projet, je le trouve tout à fait amusant. Mais la réhabilitation, à mon sens, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Je vais passer très rapidement sur ce premier projet. Donc j'ai 2 projets qui sont donc pour des collectivités, 2 autres projets qui sont pour des particuliers. Là, cette petite maison, donc à chaque fois, je vais vous passer un avant-après, ou un avant, un pendant travaux et un après travaux. Là, c'est une petite maison de ville qui, l'ancienne municipalité voulait en gros s'en débarrasser. Ce bâtiment-là, ça faisait à peu près 15 ans qu'il était inoccupé. Et la nouvelle municipalité s'est dit mais on va quand même en faire quelque chose. Il n'y avait pas forcément une demande express de logement à ce moment-là. Et finalement, il y a eu un bon alignement d'étoiles et il y a eu une opportunité un plan qu'on appelle Campus Connecté. Et en fait, finalement, ce bâtiment-là est devenu un petit équipement pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller sur Bordeaux, par exemple, parce qu'on n'est pas on est à 50 km de Bordeaux. Et là, finalement, ils peuvent suivre des études supérieures, des études universitaires dans ce lieu. Donc c'est une sorte de tiers-lieu, finalement. Et cette maison, elle ne ressemblait pas à grand-chose, et ça a été en même temps un chantier participatif. Donc je vous passe très rapidement un peu la misère. C'était évidemment une habitation, vous avez compris. Voilà. C'est quand même assez miséreux. Et voilà. Donc en fait, ce chantier participatif, il s'est fait en un temps record, il s'est fait en 2 mois. Avec les chantiers de bénévoles Concordia. Et en fait, ils sont venus parce que c'était un projet, je dirais, pour des personnes, pour leur remettre un petit peu le pied à l'étrier, des personnes qui veulent faire dans une sorte de reconversion en quelque sorte, et là, on leur permet d'accéder à l'université à 2 pas de chez eux. Et ça, en fait, j'en parlerai un petit peu parce qu'il y a le coût de la réhabilitation. En fait, je pense qu'il faut arrêter ce mensonge, comme quoi la réhabilitation, c'est quelque chose qui coûte cher. C'est pas vrai. Moi, je milite contre ça. Ce qui coûte cher, c'est quand on ne comprend pas un bâtiment et qu'on on prend le projet à l'envers. Chaque bâtiment peut ou pas supporter un type de programme. En tout cas, l'analyse, et c'est pour ça que les compétences d'architecte du patrimoine prennent son sens à ce moment-là, c'est qu'on doit comprendre le bâtiment, on doit l'étudier, l'analyser, le diagnostiquer pour savoir ce qu'il peut supporter et surtout anticiper toutes les problématiques qu'on peut avoir derrière. Ce qui nous permet ensuite de sortir des opérations, on en parlera un petit peu à la fin, à des coûts tout à fait compétitifs. Là, ce projet-là, c'est... donc on a pratiquement 200 mètres carrés qui ont été rénovés, chauffage, électricité, plomberie, peinture, etc. Ça a été fait en 2 mois et ça a coûté 40 000 €. Et donc c'est une maison de ville qui était inhabitée, qui maintenant est tout à fait enviée. Donc chaque année, donc là c'est la 3e année. Première année, on avait à peu près une vingtaine d'inscrits. Là cette année, on a 25 étudiants qui sont
qui sont inscrits dans cette micro-université. Là, on passe à une autre échelle. Donc là, on est chez des particuliers. Donc les deux projets qui vont suivre sont dans des lieux, je dirais, un petit peu atypiques. On est dans un secteur patrimonial remarquable, donc avec un règlement d'urbanisme extrêmement contraignant. Initialement, c'était la ZPPUP qui est devenue l'AVAP, qui est devenue le site patrimonial. Bon, tous les 2 ans, on a une appellation qui change. Je pense que s'il y a des spécialistes dans la salle, ça doit leur parler. Donc on a, je dirais, une superposition de contraintes assez difficiles qu'il faut, je dirais, un peu, qui sont une matière pour pouvoir ensuite travailler. Donc c'est une grange à l'origine qui est devenue une maison unifamiliale avec un local d'activité. Donc ce bâtiment-là, en fait, il était à 2 doigts de la démolition, hein, très clairement. L'intérêt, c'est qu'en fait, il est dans un centre urbain médiéval. Et évidemment, il y avait quelques promoteurs qui avaient des vues sur ce site. Et en fait, les propriétaires, à un moment donné, se sont placés au bon moment. La ville a été à l'écoute de leur projet. Et finalement, c'est plutôt une maison unifamiliale qui est passée au lieu d'avoir un petit collectif. Alors, ce que je voudrais aborder également, c'est que, en fait, il y a dans mes projets, je m'intéresse toujours quand même à comment on peut recycler les choses. C'est-à-dire que finalement, là, on voit ça, on se dit, oh là, qu'est-ce qu'on va garder de ce truc-là, quoi. En fait, on peut toujours garder des matériaux, on peut toujours réutiliser des matériaux, et ça, il faut que ce soit vraiment dans le cahier des charges initial, que ce soit vraiment au centre des préoccupations d'imaginer on est les entreprises, comment elles vont aborder ce chantier-là. Parce que finalement, on peut recycler, il y a des recycleries, on en entend parler tous les jours, on a une nouvelle recyclerie qui se met en place, mais sur place, et là vraiment pour le coup on favorise le circuit court, qu'est-ce qu'on peut réutiliser comme matériaux au mieux, comment on peut les détourner ces matériaux-là. Et voilà, ça me semble quand même, on va le voir sur le projet suivant, ça me semble une notion qui est, je dirais, à l'heure des questions d'énergie, bilan carbone, etc. Enfin, je veux dire, la meilleure économie, enfin la meilleure énergie, hein, c'est celle qu'on ne dépense pas. Hein, bien sûr, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais je pense qu'il faut le rappeler et que tout architecte doit se poser cette question, de se dire, bon, voilà, avant de tout curer et avant de tout démolir, qu'est-ce qu'on peut déposer, mettre de côté et réutiliser. Donc un petit clin d'œil de avant, pendant et après. Alors, les petites astuces, hein, le site patrimonial remarquable, ça veut dire qu'en fait ce sont des projets qui sont sous l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France. L'architecte des bâtiments de France, lui, il se doit de faire appliquer la réglementation. Alors des fois la réglementation, elle est escalée. Bon, là, on était limité par le nombre d'ouvertures, on ne pouvait pas faire d'ouverture horizontale, etc. Donc là, pour pallier un petit peu à ça, finalement, j'ai multiplié les ouvertures verticales au maximum de ce que la structure pouvait supporter pour apporter le maximum de lumière naturelle, évidemment, dans les... Alors, de temps en temps, je m'amuse quand je peux à faire une petite maquette. C'est vrai que pour les clients, alors il y a des SketchUp, il y a des choses comme ça, hein, il y a plein d'outils. La petite maquette, je vous assure que c'est quand même quelque chose qui parle vraiment, vraiment à tout le monde. On peut manipuler, on peut démonter des choses. Je pense que c'est quelque chose qui est dans l'approche et dans la défense du projet extrêmement, extrêmement important. Alors vous voyez, ça ne donnait pas tellement envie, hein, quand même. Voilà, il fallait un certain courage pour s'attaquer à ça. Les clients ont eu un peu peur quand même à un moment donné. Ils se sont dit, mais est-ce que vous êtes sûr de vous? Est-ce que vous êtes sûr de... Voilà, et donc finalement... On arrive à ça. Alors le réemploi, je vais oser le mauvais jeu de mots, c'est quand même la clé pour moi de la réussite d'un certain nombre de projets. Le réemploi, ça commence partout en fait. C'est-à-dire que dès qu'on est sur le chantier, à un moment donné, c'est le regard critique sur ce qui peut être déposé. Alors évidemment, il y a une main d'œuvre, évidemment, il y a ceci, mais derrière, il n'y a pas de transport, il n'y a rien du tout. Enfin, je veux dire, les éléments sont là. Ces éléments-là, ils doivent composer le projet. Donc là, par exemple, les bardages qui ont été déposés ici, là, n'importe quel charpentier, menuisier les aurait tout de suite mis à la benne. Et finalement, on les a... Alors, je ne sais pas, une mode photo, il faut imaginer que cette paroi, là, on est à l'intérieur.
La paroi, là, elle fait 15 mètres de longueur, donc on a récupéré quand même pratiquement toute une façade qu'on a réemployée à l'intérieur. Finalement, il fallait faire quoi? Il fallait enlever les planches, les déclouer, les passer à la brosse, et c'est tout. Donc la matière première, coût zéro. Les portes, alors, moi, c'est vrai que la menuiserie, en fait, c'est quelque chose qu'on oublie un peu aujourd'hui. Finalement, on est toujours sur des portes isoplanes, on est toujours sur des choses comme ça. Bon, moi, mon quotidien architecte du patrimoine fait que on fait des relevés sur des ouvrages simples, des ouvrages modestes, mais qui néanmoins nécessitaient un certain savoir-faire. Donc ça, ce sont des portes fin 19e, début 20e siècle, mais ce sont des vraies portes de menuisier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un menuisier qui s'est posé les questions, comment il assemble les choses, comment il construit son ouvrage. Et finalement, ces portes-là, c'est des portes qui ont été chinées hein, chez des brocanteurs divers et variés. Chaque porte doit coûter 50 €. Et avec un peu d'huile de coude et des entreprises qui savent faire, on peut quand même faire des choses assez intéressantes. Voilà, ça, ce sont des portes qui ont été récupérées, qui ont été chinées, on leur a donné une nouvelle vie. Si vous voulez, la réhabilitation, pour moi, réhabiliter le bâti, c'est jusqu'à réhabiliter les éléments eux-mêmes. L'écologie, elle commence là. L'écologie, elle commence quand on ne fabrique pas, mais on réemploie. Donc évidemment, la question des lumières, elle est très importante sur le bâti existant, le bâti ancien en tout cas. On a toujours des difficultés pour amener de la lumière naturelle, et c'est souvent ce qui peut freiner un certain nombre de personnes. Il y a toujours des astuces pour faire rentrer de la lumière naturelle à droite ou à gauche. On peut toujours faire ça. Alors là, dans ce projet-là, ce qui moi me semblait intéressant, c'était on pouvait remplir cette grange au chausse-pied et puis rentrer au maximum de surface habitable. Là, l'idée était plutôt, autant que faire se peut, de retrouver toujours des grandes perspectives. Donc toujours avoir un endroit où on a toute la hauteur, on a la profondeur, on a la largeur, même si ce n'est pas sur des grands dégagements, au moins ménager des vues qui permettent d'appréhender le volume global de l'habitation. Alors, dans mon métier également, j'apporte énormément d'importance au savoir-faire, c'est-à-dire que on parle souvent de l'architecte, mais on parle des financeurs, mais en fait les entreprises, c'est le cœur même de la réussite d'un projet. Donc le choix des entreprises, il est très important. Il faut rappeler que ce n'est pas l'architecte qui choisit l'entreprise, mais c'est bien le maître d'ouvrage, que ce soit une collectivité ou un particulier, c'est bien le client qui choisit ces entreprises. Et souvent, on aurait tendance à choisir les entreprises les moins disantes. Voilà, la moins disante n'est pas forcément la meilleure entreprise. Par contre, une entreprise qui a un vrai savoir-faire, ça, je pense que c'est l'une des participations à la réussite du projet. Là, je vous ai mis quelques petits détails en clin d'œil, où finalement, sur la réhabilitation, on peut aussi ménager une attention particulière aux détails qui, moi, alors les détails, évidemment, c'est la couleur, c'est les textures, c'est des choses comme ça. Donc là, par exemple, sur votre gauche, on a une pièce de bois qui a à peu près 200 ans, et en dessous, on a un dais en pierre qui lui est tout neuf. Voilà, je trouvais intéressant de voir ces deux confrontations. À côté, c'est des essais de couleurs, de peinture à la chaux. Alors évidemment, la peinture à la chaux, ça va de soi, c'est-à-dire que quand on intervient sur le bâti ancien, il y a une adéquation entre les choix des matériaux qu'on va utiliser et le respect du bâtiment. Alors je ne vais pas vous faire un laïus là-dessus, mais évidemment, on emploie le bois, on emploie la pierre, on emploie les enduits à la chaux, on emploie le chaux-chanvre, on emploie la laine de bois, etc. Enfin, pour à la fois un bon sens de mise en œuvre, mais à la fois pour une compatibilité avec le bâtiment sur lequel on intervient. Alors, des fois, moi j'ai la chance de rencontrer des artisans qui sont absolument exceptionnels, et ils sont encore plus exceptionnels quand ils sont modestes. Alors là, c'est un petit clin d'œil. En fait, moi, les clients, je leur dis non, mais attendez, on ne va pas mettre une sonnette chez vous, on va mettre un heurtoir. Et puis on s'est amusé à dessiner un heurtoir avec un compagnon ferronnier. Et j'ai vraiment insisté pour qu'il mette sa signature. Et lui, au début, il ne voulait pas. Et donc finalement, à force de persuasion, c'est quelque chose que j'arrive à faire. Il a mis son poinçon, vous voyez, en bas, là,
En fait, on a le marteau et l'enclume. Donc sur l'enclume, il a mis son poinçon. Et moi, je trouvais que c'était un peu une manière de le remercier et de lui dire, écoute, voilà, ton travail, il a été super, et on le voit finalement, on le voit tous les jours. Alors, un autre bâtiment qui pouvait faire fuir également. Alors c'est un bâtiment un petit peu spécial, c'est également alors je ne suis pas un spécialiste des granges, mais je trouvais ça intéressant de démontrer que finalement une grange pouvait être transformée en habitation et que c'est tout à fait adapté. Alors il y a déjà eu un projet dans les années 60, les années 70, les années 80, années 90. En fait, c'est un grand volume dans lequel, au fur et à mesure, on a commencé à construire des petites choses. Donc un premier bloc en béton, un deuxième bloc en placo-plâtre, un troisième bloc en béton cellulaire, etc., etc. Donc finalement, là, mon travail d'architecte du patrimoine, et là je vais mentir par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai fait une expertise assez précise du bâtiment pour arriver à la conclusion que finalement, il fallait quand même peut-être démolir un peu des choses à l'intérieur avant de pouvoir travailler. Alors le bardage, finalement, on l'a récupéré à un peu plus de 60%, et vous allez voir comment. Donc voilà un petit peu donc le chantier, vous ne verrez pas de photo finie parce qu'il est en cours de réalisation. Donc là, on a réalisé un certain nombre de curages. Et là, le projet, c'est vraiment, comment dire, on utilise tout le volume, mais finalement, on va habiter qu'une partie de la maison. Donc c'est là où ça va être intéressant, on en parlera sur le projet suivant, c'est que finalement, on peut créer des volumes assez atypiques. Quand on crée des petits volumes dans des grands volumes, ça crée des choses finalement qui sont assez intéressantes, assez pertinentes, qu'on n'aurait pas pu faire dans du bâti neuf. L'avantage finalement du bâti existant, c'est que souvent, il nous permet d'avoir des surfaces et des volumes qui sont assez atypiques, sur lesquels on ne pourrait pas se permettre de travailler en logement neuf. Alors, la phase de démolition, c'est quand même une phase très critique sur un chantier. S'il y a des architectes dans la salle qui travaillent sur la réhabilitation, ils le savent très bien qu'à un moment donné, si on n'a pas l'œil présent sur le chantier, on a vite fait de démolir des trucs qu'il ne fallait pas démolir. Donc on compte sur le fait que les entreprises sachent lire un plan. Moi, les plans, je les donne aux entreprises et j'exige à ce que les plans soient affichés sur le chantier, dans la salle où on doit travailler. On affiche le plan. Donc là, je m'exerce toujours à avoir un code couleur sur mes plans. Ça paraît anecdotique, mais en tout cas, ça laisse aucune latitude d'interprétation. Et au moins, on sait exactement ce qu'on dépose, on sait ce qu'on démolit, on sait ce qu'on dépose pour réemployer. Donc là, le chantier avance, on commence à déposer un peu de bardage. Tout ça est en ossature bois, en laine de bois. Et là, finalement, on arrive à créer des ouvertures assez importantes qui n'étaient pas, finalement, si on lit le texte à la lettre de la zone patrimoniale, on pensait ne pas pouvoir le faire. Et en fait, il suffit de réinterpréter les textes et de convaincre l'architecte des bâtiments en France que c'est possible de créer des grandes ouvertures. Donc ça, c'est la façade sud. Donc là, on voit au fur et à mesure le grignotage de la grange qui s'est fait. Donc on est passé par un petit curage et finalement, ce grand volume nous a permis de reculer la façade. Donc toute la façade a été reculée pour ménager un auvent plein sud. Le auvent, il était déjà là, mais finalement, personne ne l'utilisait puisqu'on l'avait un peu spolié, on l'avait grignoté. Donc le fait de reculer la façade permet d'avoir un grand auvent en façade sud et donc derrière de pouvoir créer des grandes ouvertures sans avoir le soleil de face. Là, cette façade, juste pour une petite transition, enfin transition oui et non, mais en tout cas pour démontrer que le réemploi finalement c'est facile. En fait, on avait des grandes planches qui avaient peut-être entre 120 et 150 ans sur une façade qui était la façade est, qui était relativement peu exposée. On les a déposées, mais évidemment l'extrémité des planches n'était pas en bon état. On avait des clous, on avait des nœuds, etc. Et finalement, l'astuce était de se dire, avant on était posé en planche verticale avec des couvre-joints, c'était de reprendre ces planches, de les recalibrer et de les utiliser enclin sur des dimensions beaucoup plus courtes, ce qui fait qu'on a pu finalement réhabiller, voilà, ça c'est un détail de la façade. C'est moins cher que du bardage neuf, évidemment, et je pense que c'est intéressant encore une fois, j'insiste, de réemployer le matériau qui était déjà sur site.
Donc évidemment, vous avez compris que les enduits en partie basse n'étaient pas finis. L'enduit à la chaux de finition devrait se faire dans les 15 jours, normalement, si tout se passe bien. Voilà, et donc là, c'est une autre partie qui est à l'abri. Donc toujours ces détails qui, pour moi, sont extrêmement importants. À la fois, ce n'est pas simplement que l'architecte se fait plaisir en dessinant des détails, c'est qu'il en va de la pérennité du bâtiment. C'est-à-dire que quelque chose de bien pensé, de bien dessiné. Je me souviens, quand j'étais en école d'architecture, j'avais un enseignant qui me disait il faut que vous mettiez à la place d'une goutte d'eau sur un bâtiment et puis vous essayez de voir où se trouve la faille. Et tout ça pour dire qu'en fait, quelque chose de bien dessiné, il aura une pérennité. Et aujourd'hui, c'est vrai que la pérennité de nos constructions, elle pose question. Quand on construit des bâtiments dans un délai record, qu'on fait des rénovations placo-moquette dans un délai record, je pense qu'on ne travaille pas vraiment pour la postérité. Merci pour ces présentations. On va continuer donc avec Monsieur Burs-Mersdos en Aspe. Vous allez nous expliquer ce projet avec lequel, pour lequel Monsieur Potier travaille avec vous. Donc c'est un bâtiment vacant du village. Donc voilà, on va avoir quelques photos qui vont défiler. Vous allez nous expliquer aussi un peu la genèse de cette histoire qui est un petit peu, je trouve, intéressante et courageuse, je pense, de la part d'une collectivité d'avoir fait ce que vous avez fait. Et après, éventuellement, vous discuterez, il y aura un échange avec M. Potier sur comment le projet va avancer, sachant que vous avez fait appel au CAUE au tout départ pour vous accompagner là-dessus. Alors, je me présente, je suis Gérard Burs, donc le maire du village, mais aussi le charpentier. Donc, quand on parle de rénovation, je sais un peu de quoi on parle. Alors, pour ce projet, on a fait appel au CAUE, avec qui on travaille depuis 2017. J'ai fait aussi un stage au CAUE sur des sentiers d'interprétation dont on va voir la fin du programme maintenant au SANASP. Et le CAUE dont nous a beaucoup aidé dans le choix de l'architecte, notamment M. Grenouillon, que je remercie. C'était important parce que pour le choix de l'architecte, tout va dépendre du futur de cette maison. Parce que là, on s'est dit, le conseil municipal, il ne faut pas se louper là, parce que pour la façade, vous allez voir un peu quelques images, tout ça, il y a quand même pas mal d'atouts. Il ne faut pas se louper au niveau du crépi, tout ça, il faut garder le plus ancien possible. On a bien compris dans l'esprit où on va travailler, on est tombé d'accord avec M. Potier. Alors, pourquoi on a acheté cette maison? Eh bien, tout simplement parce qu'on voit la désertification rurale. Alors, on voit arriver des gens, mais c'est un petit frémissement. Ce qui se passe, c'est que les gens construisent souvent des maisons neuves tout autour du village, c'est ce qui se passe chez nous. Et nous avons 50% des maisons du village qui sont fermées. Voilà, ça c'est la réalité aujourd'hui. Donc l'idée, c'est qu'il faut réhabiliter le centre-bourg, c'est en plein centre-bourg, et c'est de faire arriver des nouveaux habitants. Alors nous avons fait une opération similaire il y a 4 ans. Malheureusement, nous avons perdu l'école et nous avons fait un projet, nous avons fait également 2 nouveaux logements. Ça a eu un coût. Et là, du coup, 4 ans après, on va refaire la même opération. Il y a eu un premier coût de l'achat, c'était une occasion. Bon, ça a coûté 70 000 € tout l'ensemble des bâtiments. Mais quand on parle de coûts en réhabilitation, on monte quand même un projet de 500 et 600 000 € pour un petit budget communal qui est de 500 000 €. Voilà, il faut faire attention. Alors on a quelques aides, notamment du conseil départemental, tout ça, mais je pense aussi qu'on fera appel aux citoyens ou alors aux élus municipaux qui vont aussi venir travailler dans l'établissement pour faire baisser un peu la facture. Ce qui me paraissait intéressant aussi, c'est que, si j'ai bien compris l'accompagnement qu'on a fait, c'est qu'en fait ce bâtiment était donc vacant, en vente, et que vous vous êtes pas positionné au départ. Il y avait un projet, il y avait des acquéreurs. Oui, alors on a eu l'opportunité de l'acheter parce que en fait c'est la personne qui était sous tutelle qui est partie à l'hôpital et qui avait besoin d'argent pour l'hôpital. Donc la tutrice nous a appelés et aussitôt on a bloqué la vente parce que sinon c'était des gens de Bordeaux qui avaient déjà une maison secondaire en Vallée d'Aspe qui allaient acquérir la deuxième maison, mais qui allait rester fermée malheureusement 9 à 10 mois dans l'année.
Donc l'intérêt, c'est d'ouvrir la maison et de la faire vivre et surtout de faire arriver de nouveaux habitants. Alors on ne fera pas, je crois que c'est une des dernières opérations parce qu'on ne peut pas faire d'opération comme ça, on a un trop petit budget, on n'a pas les moyens. Donc mais là, on se devait vraiment de la faire, quoi, cette opération. Et alors, donc là on est sur une ferme, donc avec un bâtiment d'habitation, sur l'avant avec un jardin, enfin sur l'avant orienté sud je suppose, avec à l'arrière plusieurs dépendances qui ont été ajoutées. Rajoutées, c'est ça. Donc ouais. vous avez le bien, c'est bien tous les bâtiments qu'on voit là, les 3 pignons en gros. Voilà, c'est tout l'ensemble. Et donc d'une maison de famille à usage agricole, sur quel projet vous allez partir en fait? Ouais, alors une seule maison, plusieurs logements? C'était une famille très connue. C'était la famille de Clermont qui avait fait les derniers travaux qui ont été réalisés, c'est dans les années 50-60. Donc ça remonte depuis, il n'y a plus rien eu de fait. Et la bergerie, en fait, c'est une écurie qu'ils ont créée parce qu'ils avaient des juments. Mais ces gens-là, ils ne travaillaient pas, quoi. Ils avaient des métayers. Et ils avaient créé une écurie à l'arrière que nous allons transformer en habitat. Et au centre, là, vous avez un appentis, là qu'on va, évidemment, il est en très mauvais état, qu'on va démolir pour faire entrer la lumière et puis aérer tout ça. Et alors, on compte faire 3 logements. Alors, de qualité, bien isolés. Et on a des problèmes un peu techniques sur l'arrière, sur la grange, mais je ne doute pas qu'on réussisse à trouver les solutions. Et donc peut-être, Monsieur Potier, sur le programme, donc 3 logements. Oui. Et a priori, comme ça, on a peut-être du mal à se dire qu'on peut faire 3 logements. Alors, mais quelle est votre approche Déjà sur le projet en amont, donc il y a eu un appel d'offres qui a été fait. Et quand j'ai vu l'annonce passer, c'est vrai que quand je vois que je ne vais pas faire de publicité, hein, mais quand je vois que le CAIE fait un programme en amont, je regarde quand même de près, puisqu'il y a dans d'autres départements, on a des agences techniques départementales qui parfois vont également faire des appels d'offres, monter le dossier d'appel d'offres, et finalement, on sent bien que la compréhension du bâti, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Et là, finalement, dans le cahier des charges qui avait été fait, je voyais des choses qui transpiraient, qui me semblaient vraiment intéressantes. Il y avait vraiment la notion de respect de ce bâtiment-là, mais en même temps, ça faisait état que le bâtiment, il était dans un état de délabrement, mais il y avait aussi des parties, notamment la grange, le fenil, les écuries, etc., qui vont faire l'objet d'une réaffectation, d'une restructuration. Donc en fait, on va détourner l'usage initial. Et ce qui me semblait intéressant, c'était toute cette notion de choix de matériaux qui était déjà sous-tendue avant. Donc finalement, il y avait déjà un travail qui était fait, déjà une compréhension qui était là sur le respect de ce bâtiment-là. En fait, une réhabilitation réussie, il ne faut pas rentrer les choses au chausse-pied. Si ça ne fonctionne pas, si on rentre tout au chausse-pied, à un moment donné, ça craque et ça ne marche pas. Donc il faut trouver le juste équilibre. Alors 3 logements, peut-être 4, peut-être des logements atypiques, peut-être ça. Aujourd'hui, c'est la base programmatique, mais c'est aussi le bâtiment qui va nous dire et les moyens de la commune qui vont nous dire jusqu'où on peut aller. Parce que finalement, réhabiliter une partie qui était déjà en habitation, j'ai envie de dire, bon, ça va, on sait faire, quoi. Par contre, une grange, qu'est-ce qu'on en fait sans la massacrer, puisqu'il faut bien comprendre que là, on est dans la vallée d'Aspe. Il y a les profils en fait, des granges sont vraiment bien particuliers. Il y a une pente de toiture bien particulière. Comment on amène de la lumière dans ces bâtiments-là, alors qu'initialement, on ne la cherchait pas, la lumière, on cherchait la ventilation. On cherchait aussi à garder la chaleur des agneaux, on cherchait à faire en sorte que le foin soit à l'abri, etc. Comment on transforme ça en logement? Et ça, je me disais que finalement, c'était un petit peu l'enjeu qui me titillait sur ce projet-là, c'est comment on va réussir. Alors, je ne vais pas vous montrer l'image parce qu'on commence tout juste à travailler avec M. Urs. Mais en fait, ça fait un petit peu rêver dans le sens où on se dit comment on détourne un bâtiment qui n'a pas été fait pour ça. Et comment on va y arriver surtout. Voilà. Alors, sur ce bâtiment-là, il y a ce qui était intéressant, c'est pour ça que je me suis
j'ai candidaté aussi, c'est que finalement, on a encore des sols en galets, on a encore... Peut-être qu'on peut passer la diapo suivante. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil, mais en fait, on a encore des menuiseries anciennes, on a encore des parquets anciens, on a encore des sols en galets. Alors, le sol en mosaïque, là, que vous voyez, là, avec des dessins, c'est quand même le sol de l'étable. Hein, donc c'est quand même pas... Oui, mais alors, il n'y a pas ça dans toutes les fermes au Saint-Aspect. C'est parce que ces gens-là... Non, mais c'était quand même... Les vaches étaient vraiment bien traitées dans la vallée des Aspes, quoi. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que quand on regarde les bilans énergétiques des bâtiments anciens, souvent on se dit ah, mais qu'est-ce que c'est que ces passoires énergétiques? En fait, non. Ça, c'est aussi l'un de mes combats, c'est que l'isolation extérieure, moi je pense que c'est une vaste supercherie. On peut très bien utiliser des bâtiments anciens. Il suffit simplement d'isoler là où il faut, avec le matériau adapté. Il ne s'agit pas de rajouter 20 cm d'isolant dans tous les sens, c'est pas vrai. En fait, il y a des points bien particuliers sur lesquels il faut intervenir, et des matériaux sur lesquels il faut intervenir. Ensuite, c'est le mode d'habitation, c'est un ensemble en fait. Si vous voulez, quand vous regardez les critères des DPE, c'est quand même, enfin j'espère que ça va être quand même revu, mais en tout cas sur le bâti existant, si on reste dans cette optique-là, dans 30 ans, on a mis tous nos bâtiments sous cloche. Enfin, je veux dire, l'isolation par l'extérieur, méfiez-vous s'il y a des praticiens dans la salle. C'est la mort annoncée des bâtiments. Pourquoi? Alors, je ne parle même pas d'aspect esthétique, hein, le propos, il n'est pas là. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, un bâti ancien, il a un équilibre. Il a un équilibre par rapport à son sol, il a un équilibre par rapport à son orientation. Il a des parois qui vont être perspirantes, c'est-à-dire qui vont accueillir l'humidité, qui vont la rejeter. Il y a vraiment un échange. Un bâtiment ancien, il respire. Et si on l'isole mal, si on ne comprend pas comment il fonctionne, c'est sûr que la garantie décennale, elle va fonctionner. Hein, mais la 11e année, il va vraiment y avoir un problème. Et quand on s'en rend compte, enfin, je fais pas mal d'expertise, en général, c'est trop tard, parce que le mal, il se fait derrière ce qui a été caché. Donc évidemment, ça ne sera pas tout à fait le genre d'opération qu'on va mener là, même si l'hiver est très rigoureux en vallée de l'Aspe, on va isoler, mais on va essayer d'isoler intelligemment. Oui, quand même. Merci. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter, Monsieur Burs? Non, non. Merci pour vos interventions. Madame Bianchi, Madame Lacaze, qui ne sont plus là, mais je pense que c'était particulièrement intéressant de voir ces projets très très variés à des échelles différentes, qui montrent qu'on peut avoir des réponses vraiment très multiples et, comme vous disiez, adaptées au bâtiment, en fait, quelle que soit l'échelle, à condition de prendre le temps de l'observer, de l'analyser, de faire un bon diagnostic pour trouver la réponse donc adaptée à ces bâtiments. Donc merci pour votre présence. Merci en tout cas et bonne soirée.